Donc, bonjour tout le monde. La majorité des gens là, inscrits se sont connectés. Alors, on va commencer. Tout d'abord, nous sommes heureux de votre présence ce midi dans le cadre de la Journée de la Terre. Le webinaire va porter sur les solutions fondées sur la nature et vous sera présenté par mes collègues du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, autrement connu sous le nom du CREC. Donc, je me présente, mon nom c'est Karine Labelle, je suis chargée de projet au CREC dans l'équipe Milieu naturel. Mes collègues qui présenteront le webinaire sont Patricia Gagnon, chargée de projet également dans l'équipe Milieu naturel, et Éric Perrault, qui est directeur de projet au CREC. Donc, ce webinaire est réalisé dans le cadre du projet Climat de changement et est financièrement appuyé par le gouvernement du Canada. Je tiens aussi à faire une mention spéciale à ma collègue Laurie Beauchemin, qui a été notre stagiaire au courant de cet hiver et qui termine justement son stage aujourd'hui. Donc, merci Laurie, c'est elle qui a créé le support visuel qui vous sera présenté aujourd'hui. Donc, avant de laisser la parole à ma collègue Patricia, j'aimerais vous donner quelques petites consignes. Donc, le webinaire va être de durée de 1 heure. Donc, va se terminer aux alentours de 13 heures. Ça comprend une présentation de 45 minutes suivie d'une période de questions de 15 minutes. Donc, si jamais vous avez des questions au courant du webinaire, je vous invite à les inscrire directement dans le chat seulement et moi et mes collègues seront en mesure d'y répondre pendant la période de questions. Sinon, pendant la période de questions, vous serez en mesure de poser vos questions de vive voix en cliquant simplement sur la petite main levée en bas de votre écran. Je mentionne également que le webinaire est enregistré. Et si jamais vous avez des difficultés côté connexion Internet ou autre, je vous invite à garder vos micros fermés et caméras également pour limiter les interférences et faciliter l'échange de tous. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à ma collègue Patricia Gagnon. Bonjour. Je vais partager mon écran. C'est bon, on voit bien mon écran? Oui, on voit très bien. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des solutions nature ou des solutions fondées sur la nature. Ce sont des solutions qui ont un immense potentiel pour la lutte au changement climatique. Malheureusement, elles sont encore méconnues puis peu présentes dans l'éventail des politiques climatiques des pays. Est-ce que vous savez que les écosystèmes pourraient fournir plus d'un tiers des efforts mondiaux nécessaires à la lutte au changement climatique d'ici 2030? Donc, la raison de notre présence, pourquoi on est ici aujourd'hui? On a comme mandat d'accompagner les municipalités qui sont désireuses de mettre en place des solutions fondées sur la nature. En fait, ce sont des solutions qui servent à régler des problèmes environnementaux avec la nature. Et aussi, on est ici pour sensibiliser les citoyens à ces solutions nature. Donc, on va dans un premier temps expliquer en détail ce qu'est une solution fondée sur la nature et aussi présenter des exemples réglementaires efficaces et assez faciles à mettre en place. Donc, qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature? Donc, il y a plusieurs définitions. Si on cherche sur Internet, on va avoir un ensemble d'actions promouvant les écosystèmes dans la lutte au changement climatique. Et aussi, dans le fond, les solutions nature pour le climat, solutions fondées sur la nature. Il y a aussi la définition en anglais. Donc, nous, pour cette présentation-ci, on va surtout, dans le fond, c'est la plus utilisée, on va surtout utiliser la deuxième, donc la solution fondée sur la nature. Puis, je vais souvent peut-être dire l'acronyme SFN. Puis aussi, il faut dire que les solutions fondées sur la nature, ils offrent de nombreux co-bénéfices importants, que ce soit au niveau de l'environnement, de la biodiversité, de la société, contrairement à des technologies ou contrairement à des technologies, à d'autres choses qui sont mises de l'avant pour lutter contre les changements climatiques. Puis, un co-bénéfice, c'est important de dire que c'est lorsqu'un projet produit des effets positifs en plus de son objectif principal. Donc, voici quelques co-bénéfices des solutions fondées sur la nature.
Donc, ici, dans le fond, au niveau de la biodiversité, donc si on protège, on assure une meilleure gestion, puis on restaure nos milieux, donc c'est certain qu'on va pouvoir contribuer à la lutte contre les changements climatiques, mais en plus de ça, on va soit maintenir ou augmenter la biodiversité. Ensuite, au niveau de la santé, toujours en maintenant nos milieux, en les protégeant, on va s'assurer, dans le fond, que la population locale puisse en tirer avantage. Dans le fond, puis ça va apporter des bénéfices, dans le fond, aux gens pour leur santé mentale et physique. Puis aussi, on avait l'exemple de la sécurité, qui est quand même un co-bénéfice très important. Dans le fond, les solutions fondées sur la nature, là, vous le savez, ils proposent des moyens qui sont souvent moins coûteux pour s'adapter au changement climatique que celles qui prennent en compte, par exemple, les technologies ou le béton là, pour contrer ces problèmes-là. Donc, ici, on a, dans le fond, la définition des solutions fondées sur la nature qui a été définie là, par l'UICN. L'UICN, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une grosse organisation mondiale. En fait, c'est une union. Il y a plus de 1400 organisations, puis 18 000 experts. Puis, en fait, eux, les solutions fondées sur la nature, ce sont des actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes qui sont soit naturels ou qui ont été modifiés pour relever directement des enjeux de société de manière efficace et adaptative pour le bien-être humain et pour les bénéfices et des bénéfices pour la biodiversité. Donc, nous, ici, c'est en se basant sur cette définition-là qu'on va vous présenter les concepts d'aujourd'hui. Donc, il y a un standard qui a été établi par l'UICN justement pour déterminer si les solutions fondées sur la nature en sont bien, bel et bien. Donc, on doit répondre à plusieurs grands critères. Donc, il y a 8 critères, principes que je vais vous présenter dans les prochaines diapos qui sont liés les uns aux autres. Dans le fond, ces critères-là, ils permettent de vérifier que les solutions fondées sur la nature qui produisent bien les effets souhaités, puis qui résolvent un ou plusieurs enjeux. Donc, débutons par le premier, le principe 1, c'est les défis sociétaux. Dans le fond, c'est qu'il faut vérifier que la solution fondée sur la nature répond bien à un ou plusieurs enjeux de société. Dans le fond, des exemples d'enjeux de société, on a évidemment l'adaptation au changement climatique. On pourrait avoir les réductions des risques des catastrophes naturelles comme les inondations au niveau socio-économique ou des enjeux de santé humaine, sécurité alimentaire ou encore de perte de biodiversité. Sinon, le principe 2, c'est la conception de l'échelle. La conception d'une solution fondée sur la nature est une question d'échelle. Puis ici, l'échelle, on ne prend pas seulement en compte, dans le fond, les aspects biophysiques ou géographiques, mais il faut également tenir compte des systèmes économiques, des cadres politiques, puis de l'importance culturelle également. Donc, par exemple, si on aimerait faire une solution fondée sur la nature, comme par exemple des toits verts sur l'ensemble d'une municipalité, mais c'est certain qu'on viserait plus localement au niveau du périmètre d'urbanisation où il y a moins de végétation pour appliquer nos toits verts. Ensuite, le principe 3, gain net de biodiversité. Ici, c'est important que la solution fondée sur la nature, elle doit vraiment procurer un avantage net à la biodiversité. Donc, on ne doit pas détruire des habitats. Puis, on doit aussi garder l'intégrité des écosystèmes, très important. Donc, un exemple, dans un milieu côtier qui est à risque d'inondation, on a fait l'ajout de plusieurs plantes herbacées en bordure de la côte. Puis, dans le fond, ça l'a procuré aussi, ça a amélioré la biodiversité, ça a amené de nouveaux habitats pour la faune. Le principe 4, faisabilité économique. Donc, les solutions fondées sur la nature doivent être économiquement viables. Il faut assurer vraiment la pérennité dans le temps de la solution. Donc, on doit trouver un équilibre entre les gains sur le long terme et les coûts immédiats du projet. Principe 5, la gouvernance inclusive. Donc, ça, c'est s'assurer qu'on est transparent, qu'on est habilitant, dans le fond, qu'on respecte le cadre légal et qu'on inclut tout le monde. Donc, par exemple, si vous êtes une municipalité,
et que vous voulez faire un projet, vous devez consulter en amont toutes les parties prenantes puis continuer à le faire là, tout au long du processus. Le principe 6, équilibre des compromis. Dans le fond, il est intimement lié à l'autre. Vous allez voir, c'est de s'assurer que la gouvernance inclusive est bel et bien mise en place. Il faut trouver l'équilibre entre les compromis et les choix à faire. Puis, c'est pas mal ça. Principe 7, gestion adaptative. Ça, c'est l'apprentissage par la gestion lorsque les connaissances sont incomplètes, puis qu'on est dans l'incertitude, puis qu'on doit s'adapter à la résilience des écosystèmes. Donc, ici, c'est de trouver une solution, puis de s'adapter dans des écosystèmes incertains. Donc, toujours faire de l'amélioration continue tout au long du projet. Ensuite, le dernier principe, intégration et pérennité. Donc, ici, les solutions fondées sur la nature, ils doivent être conçues et gérées dans une perspective de durabilité à long terme. Dans le fond, puis ils doivent aussi respecter là, les lois et règlements en vigueur. Donc, maintenant que vous savez c'est quoi une solution fondée sur la nature, puis que vous connaissez les 8 critères auxquels une solution doit répondre, puis c'est très important que les 8 critères doivent être cochés là, pour pouvoir dire que c'est une solution fondée sur la nature. On va regarder dans les prochaines diapos les buts visés par ces solutions fondées sur la nature. Donc, il y a 3 concepts qui sont vraiment intimement liés. Je vais commencer par le premier, qui est la protection. Donc, la protection, c'est sûr que c'est un concept qui est quand même facile à mettre en place. C'est comme le plus facile à mettre en place. Puis la protection, dans le fond, c'est qu'on protège les milieux naturels, les écosystèmes déjà présents. Pas nécessaire que ce soit une protection légale, mais dans le fond, de protéger, de permettre des usages. On peut quand même avoir des usages et des utilisations autres dans les milieux, mais de les protéger, c'est un concept, c'est une mesure très appropriée. Donc, un exemple de ça, c'est le CREC, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec, a fait un projet en partenariat avec la MRC de Drummond sur le territoire, je veux dire la MRC de Drummond pour la conservation volontaire de milieux humides. Dans le fond, on est allé visiter des propriétaires, on a fait la caractérisation de leur terrain où il y avait des milieux humides. Puis après, on a rédigé un cahier du propriétaire avec un plan d'action où il y a des mesures, dans le fond, appropriées, des mesures qui permettent de protéger le milieu humide. Donc, dans le fond, puis on leur a présenté, puis dans le fond, ils décident d'appliquer les mesures qu'ils souhaitent sur leur terrain. Le deuxième concept, c'est mieux gérer. Dans le fond, ici, en adoptant des meilleures pratiques dans la gestion des territoires sur lesquels nous pratiquons nos activités, comme en foresterie, en agriculture, on peut limiter l'impact de l'utilisation des ressources sur les écosystèmes. L'exemple suivant illustre bien ce concept. La ferme Berco, qui est située à Baie-du-Fer, dans les MRC de Nicolette-Yamaska, a décidé en 2005 d'implanter des haies brise-vent. Dans le fond, c'est un producteur laitier qui a décidé d'implanter des haies brise-vent sur ses terres. Puis en 2012, il a décidé, en partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, il a décidé d'installer des haies brise-vent dans un secteur sur sa ferme à différentes distances. Puis dans le fond, il cultive entre les haies brise-vent, comme on voit sur la photo, là, on appelle ça la culture, les grandes cultures intercalaires. Puis, dans le fond, ça a eu de nombreux bénéfices, autant sur l'environnement, comme dans la séquestration du carbone, l'amélioration de la qualité de l'eau, des sols, la santé des sols, l'augmentation, évidemment, de la biodiversité, aussi au niveau de la connectivité des milieux. Puis aussi, le propriétaire, le producteur agricole, il a constaté un rendement dans ses cultures. Donc, c'est un bénéfice pour lui. Aussi, c'est ça dans le cadre d'une journée immersive qui a été organisée à l'automne dernier, le CREC. On a visité, dans le fond, on a organisé cette journée-là avec plusieurs participants qui ont participé. On a visité des aménagements agricoles où il y avait consolidation de la connectivité, puis entre autres, il y avait des aménagements comme des haies brise-vent, des bandes riveraines élargies chez des producteurs agricoles. Puis, entre autres, on a visité la ferme Berco. Là, on voit les 2 photos là, à droite à l'écran. On était à l'intérieur du laboratoire vivant.
Puis aussi, le dernier concept qui est de restaurer. Bon, bien, c'est certain que ce concept-là, c'est le plus difficile et le plus dispendieux à mettre en place comparativement aux deux autres. Mais c'est dans le fond de rétablir le caractère naturel des écosystèmes qui ont été soit perturbés ou soit artificialisés, puis de redonner les fonctions d'origine. Dans le fond, on a l'exemple ici de restauration du cours d'eau Kelly, qui a été mené par la ville de Drummondville en partenariat avec différents acteurs. Dans le fond, c'est un projet qui s'est déroulé en 2014. Le ruisseau Kelly, c'est un important tributaire de la rivière Saint-Germain. Puis il y avait des gros problèmes d'érosion puis de stabilisation de talus. Fait que chez trois propriétaires, il y a eu des aménagements qui ont été réalisés. Entre autres, on a retravaillé les talus trop abrupts, on a réaménagé les sorties de drains, on a planté des arbustes en rive, on a fait des clés d'enrochement en bas du lit des cours d'eau. Puis, ben, je cède la parole à Éric Perrault, mon collègue, qui vous parlera des thématiques des solutions fondées sur la nature chez les municipalités. Oui, merci Patricia. Donc, je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien la diapositive? Oui. Parfait. Donc, les thématiques des solutions fondées sur la nature, c'est un peu sur quoi, en fait, on peut agir quand on parle de solutions fondées sur la nature. Il faut se rappeler que pour être efficace dans une démarche de solutions fondées sur la nature, bien, il faut être cohérent puis agir en amont pour prévenir. On l'a vu, les trois principes que Patricia a exposés. Là, le premier, c'était vraiment un principe de prévention, avant la restauration. Là. Donc, si on rase une forêt pour ensuite aménager des îlots de biorétention pour limiter les impacts des crues, c'est peut-être pas une bonne stratégie. Donc, ça coûte moins cher souvent d'agir en prévention. Vous allez voir que toutes les thématiques qui vont être présentées, les 10, concernent habituellement le maintien de la biodiversité, la lutte contre les îlots de chaleur, la gestion des eaux pluviales, pardon, et plusieurs autres enjeux aussi de société puis d'autonomie, d'enjeux de santé, pardon, puis d'autonomie alimentaire. Donc, la première thématique, mobilité et mixité des usages. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que la façon dont on organise le territoire et le transport sur ce territoire-là, ça va avoir une influence directe sur notre capacité d'adaptation aux impacts des changements climatiques, puis notre capacité de réduire les gaz à effet de serre aussi. Donc, notre capacité d'atténuer les changements climatiques. Quand on parle de mobilité, mixité des usages, on peut autant parler de stationnement que de sentiers, de mobilité active, de commerce de proximité en milieu résidentiel. L'exemple qu'on aurait à vous donner, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec réalise un projet de sensibilisation puis de mobilisation pour la mobilité durable depuis 2 ans. C'est le projet Libre et mobile au Centre du Québec. Par ce projet-là, on offre de l'accompagnement aux ICI, aux industries, commerces et institutions pour favoriser l'utilisation des moyens de transport durables, surtout pour les déplacements domicile-travail. Il y a aussi le défi sans auto solo qui est organisé par l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec. C'est pendant une semaine, les citoyens, les travailleurs sont invités à expérimenter un moyen de transport durable pour remplacer l'automobile en solo. Donc, c'est un projet de sensibilisation à la mobilité durable. La prochaine thématique, dans le fond, quand on parle de densité résidentielle douce, on comprend qu'il ne s'agit pas là, de tours d'habitation. On parle de logements additionnels qui peut être incorporé à une résidence existante, de logements intergénérationnels, de pavillons secondaires en arrière-cour, des unités d'habitation accessoires qu'on appelle, qui ne sont pas peu explorés comme sujet au Québec. Comme exemple, la ville de Drummondville
réglemente les logements supplémentaires de type intergénération. Ce type de logements-là sont autorisés à titre d'usage accessoire dans le cas exclusif d'une habitation unifamiliale. La ville de Victoriaville a aussi réglemente l'usage de pavillons secondaires. En fait, elle le permet si ça respecte des dispositions particulières. Donc, le prochaine thématique, planification de projets durables. Cette thématique-là consiste en fait à tenir compte des caractéristiques naturelles d'un site en amont d'un projet de développement afin de mieux s'adapter au changement climatique, donc pour avoir des milieux plus résilients. Ça peut être fait, entre autres, avec des règlements discrétionnaires qui imposent des critères environnementaux. Comme exemple, au centre du Québec, en fait, on a la ville de Victoriaville qui a un programme qui s'appelle Habitation durable et aussi qui a son volet rénovation durable. C'est des programmes qui servent à guider les citoyens dans la construction, la rénovation d'habitations en respectant des valeurs de développement durable. Ça peut toucher les matériaux, l'emplacement, etc. Donc, on a ça au centre du Québec. La ville de Drummondville a aussi un guide d'aménagement des nouveaux quartiers qui est comme un recueil de l'ensemble des normes qui s'appliquent à des nouveaux développements. Donc, les promoteurs peuvent se retrouver plus facilement dans toutes les normes auxquelles ils devront répondre pour l'implantation de nouveaux développements grâce à ce guide-là. Prochaine thématique, construction et restauration durable. Ça consiste en des mesures qui réduisent l'impact environnemental de la construction puis de la rénovation de bâtiments. Ça peut toucher l'isolation, le chauffage, le patrimoine, la gestion de l'eau. Et comme exemple, la certification Énergie Star qui concerne l'efficacité énergétique de différents produits et aussi l'efficacité énergétique du bâtiment. La ville de Victoriaville, pour les habitations, demande à ce que les portes et fenêtres et les appareils de ventilation soient certifiés Énergie Star. Un exemple encore de ce que les municipalités peuvent faire dans le cadre de cette thématique-là. Prochaine thématique, toit vert et blanc. En fait, ce sont des mesures qui permettent de réduire les impacts des îlots de chaleur en milieu urbain principalement, puis d'améliorer la gestion des eaux pluviales, puis la qualité de l'air aussi. C'est une pratique qui est en émergence au Québec. Ça ne peut pas se faire partout. Évidemment, ça convient davantage à des milieux qui sont urbains, qui sont plus imperméables et où est-ce qu'on retrouve des îlots de chaleur souvent. Comme exemple, donc le toit vert et blanc, ça peut être simplement de peinturer une toiture en blanc ou d'aller jusqu'à mettre des potagers sur les toits. Ces mesures-là permettent de réduire l'albédo, puis donc de lutter contre les effets des îlots de chaleur dans des milieux qui sont peu végétalisés. On a un exemple de terrasse, de toit terrasse végétalisé au centre du Québec. C'est à la Maison des Arts d'Ardin, à Drummondville. C'est une terrasse qui a été aménagée avec des membranes d'étanchéité d'une autre entreprise du centre du Québec qui est Soprema. Puis cette terrasse-là, donc, peut être fréquentée par les gens qui vont voir des spectacles à la Maison des Arts, puis à l'entracte, ils vont sur le toit quand la température le permet. On voit des arbustes, beaucoup d'aménagements paysagers. Je vais juste ajouter aussi que les toits verts, dans le fond, au niveau fédéral, il y a des programmes qui peuvent donner des appuis financiers pour l'amélioration des bâtiments commerciaux, donc incluant l'aménagement de toits
végétalisés. La 6e thématique, c'est celle de l'aménagement des stationnements. Les municipalités peuvent agir sur les aires de stationnement. Des aires de stationnement, ça a un fort impact en milieu urbain. C'est des espaces minéralisés qui occupent beaucoup d'espace, qui engendrent des impacts importants, puis qui créent des vastes îlots de chaleur et aussi qui vont engendrer des problèmes de gestion des eaux pluviales. Il est possible d'aménager ces espaces-là. Il est possible de faire des stationnements, en fait, qui diminuent, qui ont moins d'impact, je veux dire, sur les îlots de chaleur, qui ont moins d'impact sur l'environnement. Souvent, on va le faire en réduisant le nombre de cases de stationnement. Ça peut se faire par la mutualisation de stationnements qui sont contigus. Donc, c'est un partage de stationnement si les commerces en question, les entreprises en question, les voitures ne sont pas stationnées durant les mêmes heures, il peut y avoir un partage d'espace de stationnement, ce qui permet de réduire le nombre de cases de stationnement. On peut le faire aussi en aménageant des îlots de verdure, en réduisant les espaces perméabilisés, c'est-à-dire en mettant des revêtements perméables qui permettent à l'eau de s'infiltrer, des revêtements réfléchissants, en plantant des arbres, en augmentant la canopée, etc. Un exemple, encore au centre du Québec, c'est le CRECQ, le Conseil régional de l'environnement du centre du Québec, qui offre au centre du Québec la démarche stationnement éco-responsable. C'est une démarche d'accompagnement des propriétaires gestionnaires de stationnement. Ce projet-là s'adresse aussi aux fonctionnaires élus municipaux parce qu'il y a un volet réglementaire. Il y a eu récemment d'ailleurs un webinaire sur la réglementation là, qui peut être applicable au stationnement éco-responsable. On a un bel exemple d'ailleurs de stationnement éco-responsable au centre du Québec, c'est celui du stationnement Pierre-Laporte à Victoriaville, qui est attesté stationnement éco-responsable depuis l'année dernière. Donc, stationnement éco-responsable, c'est aussi, je dirais même, oui, c'est de l'accompagnement, mais c'est aussi un programme de certification des stationnements, de reconnaissance des stationnements qui respectent les critères d'éco-responsabilité. La prochaine thématique est celle de l'aménagement d'un terrain comme tel. À l'échelle d'un terrain, on peut agir également en amont par le respect de la topographie, de la végétation qui est en place déjà, la préservation des espaces, des superficies qui sont perméables. Puis on peut aussi agir par la récupération des eaux de pluie, le choix des essences végétales. C'est aussi des moyens pour augmenter la biodiversité puis diminuer la consommation d'eau. Un exemple, encore une fois à Victoriaville, au centre du Québec, lors de l'aménagement d'un terrain, on doit prévoir une superficie minimale de 25% du terrain, en fait, qui doit être perméable et verdi. Ce genre de normes-là existe aussi à Drummondville. Donc, c'est un exemple de moyens d'action disponibles pour les municipalités. Le prochain thème, arbres et verdissement. Donc, les municipalités et les MRC établissent en général déjà des normes en matière de préservation et de plantation d'arbres. On n'a qu'à penser aux normes d'abattage d'arbres, les normes de plantation, la protection de bandes riveraines, etc. Comme exemple, on sort un peu de ça, là, des normes. Il y a les politiques de l'arbre aussi, qui sont un moyen intéressant pour favoriser la préservation de ce qui est existant. Plusieurs municipalités ont adopté une politique de l'arbre. Ce genre d'outil-là, ça permet de guider les représentants des municipalités, les décideurs municipaux dans leur prise de décision.
Ça permet aussi de favoriser l'implication et l'engagement des acteurs locaux. Souvent, dans le processus d'élaboration de la politique de l'arbre, on va impliquer les citoyens, les acteurs locaux pour en fait, orienter les actions, les orientations qui vont être suggérées dans la politique de l'arbre. Comme autre exemple, on a aussi le projet Coup de fraîcheur, qui est un projet du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. C'est un gros projet de verdissement de terrain accessible au public par la plantation d'arbres, l'augmentation de la canopée, mais qui vise en fait à créer aussi des espaces conviviaux pour la population. C'est vraiment dans une optique de santé publique aussi que c'est fait. Donc, pour lutter contre les îlots de chaleur, diminuer les impacts sur la santé des îlots de chaleur urbains. Donc, un projet d'adaptation au changement climatique. On a maintenant le volet industrie, commerce et institutions de ce projet-là qui visait à l'origine des terrains publics. Maintenant, ça peut être des terrains privés qui appartiennent à des commerces ou des entreprises. On offre un accompagnement gratuit, puis aussi un peu de financement pour aider, disons, à lever plus d'argent pour faire des aménagements, verdir les terrains des entreprises et des commerces. Si vous voulez en savoir plus, quand on vous parle de projets du Conseil régional de l'environnement, vous pouvez en trouver l'information un peu plus détaillée sur notre site Internet ou sur notre page, en suivant la page Facebook, en fait. Prochaine thématique, celle de l'agriculture urbaine. On voit que depuis quelques années, surtout depuis la pandémie de COVID-19, là, il y a une augmentation de l'intérêt pour avoir une plus grande autonomie alimentaire auprès des citoyens. Ça permet en même temps aussi d'augmenter la résilience des communautés par rapport face au changement climatique. Donc, l'agriculture urbaine, ça peut consister en fait à avoir des poules, des poulaillers en milieu urbain, des serres urbaines aussi, faire de la pisciculture, des jardins potagers sur les terrains, que ça peut être des terrains résidentiels ou des terrains d'usine, d'entreprise, je veux dire. La réglementation municipale peut donc autoriser et encadrer ce genre de pratiques-là. Ça permet ça de favoriser comme une amélioration de la qualité de vie, comme je le disais tantôt, puis d'augmenter la résilience des ménages aussi face au changement climatique. Des beaux exemples ici au centre du Québec, dans le cadre du programme Embellissons Drummondville, la ville de Drummondville a aménagé plusieurs potagers et vergers urbains, on peut dire en libre service, là, dans certains parcs, le long de certains corridors verts. Puis ça va des multitudes d'arbres fruitiers, de plants de fraises, des légumes dans des bacs, etc. C'est assez varié, puis il y en a un peu partout, sur le territoire de la ville. Il y a aussi le mouvement des incroyables comestibles, qui est un mouvement qui vise à créer des espaces comestibles un peu partout où il y a de la volonté d'avoir ce genre d'aménagement-là. Ça peut être ces aménagements-là, dans le cadre des incroyables comestibles, c'est un mouvement qui est assez citoyen, là. Donc, ça peut être des jardins de balcons, des jardins dans les cours, des parcs, etc. Ce mouvement-là est très présent à Victoriaville et aussi à Plessisville, entre autres. Prochaine thématique, les milieux naturels. On peut effectivement agir directement sur les milieux naturels existants par des mesures de conservation ou d'aménagement. On parle par exemple de protection de milieux humides et naturels, de préservation de corridors écologiques, préservation du couvert forestier, prévention d'érosion des berges, etc. Comme exemple, le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec a identifié 21 noyaux d'intérêt pour la conservation. Ces noyaux-là sont connectés entre eux par un réseau de corridors naturels à travers tout le centre du Québec.
plusieurs projets, beaucoup d'actions concertées qui sont réalisées actuellement par le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec visent justement à s'assurer de conserver ce réseau-là, puis sa biodiversité et ses services écologiques. Donc, si vous voulez en savoir plus sur chacun de ces projets-là, encore une fois, je vous invite à consulter le site Internet du Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. Évidemment, pour aider à réaliser l'ensemble de ce genre de projet-là, il existe heureusement des subventions disponibles. Ici, on ne va pas tous les énumérer parce que, il y en a qui ça touche indirectement le verdissement, il y en a beaucoup, là, il y en a qui ça va toucher plus la protection d'espèces menacées, etc. Mais on vous en a retenu quelques-uns qui sont parmi des bons, puis applicables au Centre du Québec aussi. Donc, le programme Oasis est un programme du gouvernement du Québec qui a été lancé, il y a un peu plus d'1 an, je crois, qui vise à soutenir des projets de verdissement pour réduire les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles sur les communautés. Donc, ce programme-là offre de l'argent pour planifier les interventions et ensuite de l'argent, un volet pour aider à la réalisation des travaux d'aménagement, des travaux sur le terrain. Donc, c'est un programme qui a beaucoup de fonds aussi, puis il n'y a pas de date limite, il n'y a pas 2 dates par année ou une date limite par année là, pour déposer des projets. Les projets peuvent être déposés en continu. Il y a aussi le projet Verdissement ICI, j'en ai glissé un manteau, c'est le volet Industrie, commerce et institutions du projet Coup de fraîcheur, qui est réalisé par le Conseil régional de l'environnement. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est essentiellement un projet pour aider les entreprises, les commerces à réaliser des projets de verdissement sur leur propriété. Dans la MRC d'Arthabasca et de la MRC de l'Érable, des projets de verdissement pourraient être admissibles au Fonds Écopropulsion, qui est un programme pour aider les projets de développement durable sur les territoires de ces 2 MRC-là. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site aussi du Fonds Écopropulsion. Ensuite, on a un programme pour la ville de Drummondville, les organisations qui sont sur le territoire de la ville de Drummondville. Il y a un programme de soutien qui s'appelle Soutien aux initiatives environnementales, qui permet aussi la réalisation de projets qui sont issus de la collectivité pour améliorer le cadre de vie des citoyens. Donc, c'est des projets environnementaux qui peuvent être réalisés par des organismes sans but lucratif ou des établissements scolaires sur le territoire. Enfin, évidemment, il y a la Fondation de la faune qui offre un éventail de programmes pour la préservation des espèces en danger, la préservation d'écosystèmes particuliers. Il y a vraiment une panoplie de programmes puis qui s'appliquent donc aussi pour les solutions fondées sur la nature. Vous pouvez consulter l'ensemble de la description de chacun de ces programmes-là sur le site de la Fondation de la faune. Je vous invite aussi à communiquer avec nous pour obtenir de l'information supplémentaire ou pour en savoir plus sur certains programmes qu'on n'aurait pas nommés ici et qui pourraient vous aider dans vos projets. Alors, je laisse la parole à Karine pour le mot de la fin. Merci beaucoup, Patricia et Éric, pour vos présentations. Très intéressant. Merci encore. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, si jamais vous souhaitez prendre la parole, je vous invite là, à aller cliquer sur la petite main levée en bas de votre écran. Sinon, de l'écrire directement dans le chat. Puis sinon, j'en profite aussi là, pour vous dire que j'ai glissé dans le chat le lien de notre page Internet du CREC. Si jamais vous avez des questions plus précises à nous poser ou à nous contacter. Puis aussi, là, j'en ai profité pour glisser également le lien du guide réalisé par l'Union des municipalités du Québec. C'est de ce guide-là, en fait, là, qu'on s'est inspiré là,
pour justement les thématiques qui étaient axées sur les municipalités. Donc, je vais attendre un petit peu si jamais il y a des gens qui ont des questions. Sinon, je vous remercie là, pour votre présence et votre écoute. Oui, donc on a une main levée de Caroline. Je te laisse la parole. Bon, j'essaie de partir mon vidéo pour que vous voyez, mais il ne veut pas. Fait que vous nous avez bloqué. Non, c'est juste c'est un beau résumé. Merci. Start ma vidéo. Puis, start vidéo, ça marche-tu? Ah, OK. ça marche. Bon, OK, c'est bon. Donc, c'est ça, c'est le fun. J'ai entendu Victoriaville plusieurs reprises. Là, j'ai manqué un petit bout de la présentation. J'ai eu un appel tantôt, mais je suis revenue, j'avais vu Victoriaville Habitation Durable sur le programme. Puis le stationnement Pierre-Laporte, tout ça. Là, donc, c'est sûr que c'est un beau défi là, travailler avec la nature. Puis c'est un changement de concept aussi là, pour les élus, puis pour même nos ingénieurs. On dit, il y a déjà un milieu humide présent, là, pourquoi on ferait un bassin de rétention? Fait que, c'est un changement qui se fait tranquillement. Là. Donc, c'est ça, c'est des beaux défis, mais c'est un très beau résumé là, des possibilités que les municipalités ont là, pour agir. Là. Mais faire un stationnement comme le stationnement Pierre-Laporte, c'est vraiment dispendieux. Pour ça, c'est intéressant d'avoir des leviers comme du financement, parce que les élus, souvent, quand c'est des montants assez élevés, ben, quand on est capable d'aller chercher une subvention, ça aide souvent là, pour donner le OK au projet. Là. Donc, bravo, c'est juste un commentaire positif là, de cette présentation. Effectivement, mais merci beaucoup, Caroline. Je ne sais pas si Éric et Patricia, vous voulez renchérir, mais oui, c'est ça l'objectif aussi, je pense, des solutions fondées sur la nature. Il y a une panoplie d'options. Parce qu'effectivement, l'aspect financier, c'est toujours un enjeu. Donc, c'est de voir qu'il y a d'autres options, d'autres outils à la disposition des municipalités. Là. On peut aller jouer dans différents volets, différents concepts. Donc, effectivement, très intéressant. Mais c'est vrai que ça coûte cher faire des îlots de biorétention, puis tous les aménagements qui vont servir à compenser, disons, ce qu'on a déjà bâti, puis minéralisé, puis tout ça, là, les impacts de ça. Mais c'est sûr, moi, je pense que la prévention, c'est déjà un bon pas. Là. Je veux dire, quand les municipalités peuvent agir, soit par la réglementation, par des programmes ou des politiques incitatives, puis tout ça, pour qu'on agisse en amont, déjà là, on économise énormément. Peut-être que le problème, c'est qu'on n'a pas la mesure de ces économies-là par la suite. Fait que c'est plus difficile de dire, ah oui, on a bien fait de mettre ce programme-là. Ça nous a permis d'économiser de temps. Ça, c'est difficile à évaluer. Mais en tout cas, moi, je pense qu'on peut être sûr que ça coûte moins cher, en tout cas. Mais oui, c'est ça. Puis on a tellement de pression aussi là, comme à Victo, là, c'est manque de logement, il manque de logement. Il y a comme d'un côté le manque de logement, les terrains, là, nous autres, notre zone blanche, on est pas mal à côté sur le milieu agricole. Puis là, ensuite de ça, il reste quelques terrains, on essaie de densifier. Puis depuis quelques années, la ville densifie, mais il faut réfléchir à la densification aussi, là, parce qu'il reste des petits îlots de verdure que là, on voit disparaître un peu ou qu'on a une pression. Donc, ben là, est-ce qu'on peut garder une partie? Est-ce qu'on peut. Puis là, tu as la pression politique, mais il manque de logement. Il y a des entreprises qui disent hey, on veut bien engager des gens, mais ils ne sont pas capables de se loger. C'est tout ça là, de faire un équilibre de protection. Puis c'est sûr que la meilleure solution, c'est de protéger un milieu qui est déjà présent puis qui fait vraiment sa job, ses co-bénéfices, tout ça, là, mais c'est un beau défi là, avec les enjeux, les autres enjeux sociaux qui sont aussi importants, mais c'est ça, c'est un beau... c'est assez complexe. Vous aimeriez pas ça, une tour dans le parc Terre des Jeunes? Non. Une tour de quoi? Une tour d'observation ou non, d'habitation. Non, là, ils veulent éclairer
Ils veulent éclairer la terre des jeunes. Mais là, je dis, attention, l'éclairage, oui, mais c'est un des seuls parcs nature, là. Il y a un petit peu de fond, là, laissez-la tranquille un peu. On essaie de sensibiliser, là, mais fait que oui, peut-être un éclairage, mais le faire de la bonne façon pour ne pas nuire à notre écosystème urbain qui est vraiment enclavé de maisons, mais il y a de la fonte pareil, là, beaucoup. Là, fait que... Mais non, c'est ça. Il ne faut pas lâcher. Oui, effectivement. Un gros et beau défi. Merci beaucoup, Caroline. Il y a beaucoup de beaux commentaires dans le chat. Justement, une petite mention là, par rapport au projet en prise vivante que le CREC va réaliser. Je ne sais pas si Patricia, on ne s'était pas préparé, là, mais si je te demande de faire un petit résumé du projet en prise vivante, puisque quelqu'un fait la mention, parce qu'en fait, ça vient un peu recouper les solutions fondées sur la nature. Je ne sais pas si tu seras à l'aise de résumer brièvement le projet. Ben oui, avec plaisir. Dans le fond, c'est un projet à Drummondville, en dessous justement de lignes électriques. Dans le fond, on veut aménager, on veut faire des aménagements de biodiversité, donc on veut aménager des arbustes et des vivaces. Dans le fond, c'est un corridor de connectivité à la base. Puis, ben, dans le fond, on veut rendre ce site-là, on va justement là, améliorer la biodiversité du site parce qu'actuellement, c'est les poteaux électriques, puis ben, le terrain est quand même fauché régulièrement. Donc, on va arrêter la fauche, on va planter, c'est ça, de la végétation, puis on va... il y a comme 3 phases. Là. Ça, c'est la première phase. Après ça, dans les autres phases, il va y avoir la création, la restauration plutôt d'un milieu humide. Puis dans le fond, dans ce couloir-là, qui est à peu près d'1 kilomètre de long, qui est vraiment dans le périmètre d'urbanisation de la ville de Drummondville, ben, il va y avoir un sentier multifonctionnel là, que les gens vont pouvoir, dans le fond, la population va pouvoir emprunter. Donc, il va aussi avoir, par exemple, des nichoirs, il va y avoir des panneaux d'interprétation. Dans le fond, ça va être vraiment un site accessible aux gens à Drummondville et ailleurs. Une belle conciliation d'usage. Puis si je ne me trompe pas, Patricia, je pense que c'est ton fond d'écran. Ça se peut-tu? Exact. Fait qu'on voit qu'il y a un beau potentiel.